Une partie de ces soldats reviendront en France, là où sont leurs casernements, et puis une autre restera dans la région, là où nous avons un certain nombre de régiments qui y sont basés. Vous savez que nous avons des troupes dans la région et nous entendons les garder. Donc il n'y a pas de vrai retrait en réalité. Il y a un retrait du Mali en tant que tel, puisque là, les forces de la MISMA, qui vont devenir les forces de l'opération de maintien de la paix, vont se substituer aux nôtres. Il n'y a pas de raison de rester au Mali, même si 1000 soldats, c'est déjà une présence. Mais nous serons non loin des lieux où nous pensons qu'il peut y avoir un risque terroriste pour intervenir de manière la plus efficace possible, en liaison, bien sûr, avec la force de maintien de la paix au Mali et avec les armées africaines dans les pays considérés. Désengagement du Mali, mais renforcement dans la région. Oui, maintien de notre présence, plutôt qu'elle a toujours été forte dans la région, et à la demande, bien sûr, des pays qui nous accueillent. Un mot, Monsieur le Président, de l'élection présidentielle au Mali. Elle est annoncée le 28 juillet. Est-ce que vous pensez que les délais vont être tenus? Est-ce que parfois il ne faut pas d'élection tout de suite plutôt que d'élections vite fait, mal fait? Est-ce qu'il n'est pas un peu urgent d'attendre, sachant qu'à Kidal, eh bien, l'armée malienne ne peut toujours pas mettre un pied? Il faut avoir des élections, c'est un bon principe. Oui, mais et des à élections cette date butoir qui puissent être incontestées et donc incontestables. La date du mois de juillet, fin juillet, permet de réaliser des opérations électorales. Je rappelle d'ailleurs qu'il y avait eu un coup d'État au Mali avant même que les élections se tiennent. Donc tout était fait pour que les élections puissent avoir lieu. C'était en 2011. Donc nous avons... pardon, c'était en 2012. Donc nous avons toute disposition qui nous permettent d'organiser, qui permettent aux Maliens d'organiser les élections pour le mois de juillet 2013. Dès lors que le territoire malien a été entièrement libéré. Reste la question, et là vous avez raison, de Kidal, puisque les armées maliennes ne sont pas à Kidal. Donc nous avons dit, il faut que l'administration malienne puisse organiser les élections. Elle sera donc présente. Mais il y a des discussions qui ont lieu en ce moment entre les autorités maliennes et le MNLA pour que nous puissions trouver les meilleures conditions. Et c'est bien engagé ? Et c'est plutôt bien engagé. Et je comprends parfaitement la revendication des autorités maliennes, considérant que partout, il doit y avoir l'administration civile et, à un moment, l'armée malienne aussi. Donc pas de complaisance avec les Touaregs, comme on a pu vous accuser. Pas de complaisance, mais en même temps, du respect aussi. Non pas pour ce mouvement, en l'occurrence, mais pour la réalité Touareg, pour la réalité de la population de cette partie-là du Mali. Et évitons qu'il y ait des affrontements. Donc notre responsabilité, c'est de tout faire pour que le dialogue puisse avoir lieu, pour que les organisations puissent également être associées aux élections et que les élections puissent se tenir. Et nous sommes en bonne voie d'y parvenir. Et la France accompagnera donc l'administration civile, et si c'est possible et nécessaire, l'armée malienne. Quand vous aviez fait campagne, vous disiez « Si je suis élu, je me battrai pour les droits de l'homme et la démocratie ». Au Tchad, des députés, des journalistes sont en prison depuis un mois. Beaucoup vous reprochent votre silence. Est-ce que, depuis que l'armée tchadienne a prêté main forte à l'armée française, est-ce que vous ne sentez pas être l'obligé du président Déby? Non, ce n'est pas la relation que j'ai avec l'Afrique et avec le Tchad. Le Tchad a payé un lourd tribut à la libération du Mali de l'emprise terroriste. Et je ne l'oublierai pas, parce que je sais ce que les armées du Tchad ont été capables de faire. En même temps, j'ai des principes. Et quand un opposant ou quand un ministre se voit mis en cause, y compris pour sa propre liberté, je le dis. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas d'indulgence en fonction de ce qu'a été à un moment notre solidarité dans un combat qui devait être mené. Donc les droits de l'homme ne sont pas à éclipse. Ils sont toujours la position intangible de la France. Y compris au Tchad. Et je l'ai dit au président Déby.
Et le procès Chebeya, vous vous êtes battu pour qu'il ait lieu, pour qu'il reprenne quand vous êtes allé à Kinshasa il y a 6 mois. La libération du franco-camerounais Thierry Michel à Tangana, vous êtes battu aussi auprès du président Biya. Dans ces 2 cas, rien n'avance. Alors, pas reprocher à la France. Ce qu'on pourrait nous reprocher, c'est de ne rien dire ou de ne rien faire. Donc, puisque j'ai l'occasion de m'exprimer devant vous, au Cameroun, j'ai dit au président Biya que, bien sûr, dans le respect de l'indépendance de la justice camerounaise, tout devait être fait pour qu'il puisse y avoir une solution qui soit apportée. Ça fait trop longtemps, 15 ans. 20 ans. 20 ans. Donc que ça dure, et c'est inadmissible. Et puis, en RDC, j'y suis allé moi-même, j'ai porté mon soutien pour que le procès puisse avoir lieu. J'ai dit combien il était indispensable que ce procès ait lieu, et je continuerai ma pression sur le président Kabila pour que ce procès ait lieu et pour que la vérité éclate, quoi qu'il en coûte. Monsieur le président algérien Abdelaziz Bouteflika a été hospitalisé en France. Il serait en convalescence aux Invalides à Paris. Est-ce que vous avez des nouvelles du président algérien? Est-ce qu'il va mieux? Enfin, visiblement, s'il est en convalescence, sans doute. Et est-ce qu'il va rentrer chez lui bientôt? Il ne m'appartient pas de faire le bulletin de santé du président algérien. Pas davantage de dire quand il va rentrer dans son propre pays. Il en décidera lui-même. Ce que je peux, en revanche, vous déclarer, c'est qu'il a été effectivement hospitalisé et qu'il est maintenant en convalescence. Et il est en convalescence dans l'établissement des Invalides et il lui sera prodigué tous les soins nécessaires. Et ensuite, il aura à rentrer, bien sûr, et j'espère le plus vite possible, dans son pays. Alors justement, à propos de l'Algérie, c'est un des seuls régimes qui ait pu résister aux printemps arabes. Est-ce qu'il faut aujourd'hui préparer l'après Bouteflika ou est-ce qu'on peut s'attendre à une sorte de chaos quand le président partira? Je suis allé en Algérie il y a quelques semaines et j'ai de très bonnes relations avec le président Bouteflika, avec les autorités algériennes. Parce que la France et l'Algérie, au-delà du passé, au-delà des séquelles qui demeurent, des blessures qui ne sont pas encore toutes refermées, nous avons un avenir à préparer ensemble. Je sais ce que représente la communauté algérienne en France, les Français d'origine algérienne. Je n'oublie rien de ces Français qui vivaient en Algérie et qui sont partis dans les conditions que l'on sait. Je sais aussi ce qu'est la douleur des harkis. Voilà la réalité de la relation entre la France et l'Algérie. Mais je veux qu'elle puisse être essentiellement tournée vers l'avenir, parce que l'Algérie, comme d'ailleurs l'Afrique, mais l'Algérie a des moyens et des ressources très importants, donc une capacité croissante, capacité de développement dont la France doit prendre sa part. Est-ce qu'il y a un risque de chaos? Je ne crois pas, parce qu'il y a une solidité des institutions algériennes. Maintenant, c'est aux Algériens de déterminer leur propre avenir. Des élections sont prévues en 2014 et je fais confiance à ce processus. En Tunisie, le parti au pouvoir Ennahda commence à durcir le ton face aux salafistes. Est-ce que votre visite dans quelques semaines, c'est une forme de soutien à Ennahda ou est-ce que vous continuez, comme vous l'avez toujours fait, à soutenir le camp des laïcs? Moi, je soutiens la Tunisie et sa transition démocratique. Parce que c'est là qu'est né le printemps arabe. Et c'est là qu'il doit réussir. Donc il y a maintenant cette constitution qui est enfin prête, qui va être soumise, et il y aura à ce moment-là un processus qui va se prolonger. Et je veux dire à toutes les familles politiques démocratiques, celles qui s'inscrivent dans ce processus, qu'elles ont le plein appui de la France. Y compris Ennahda? Ennahda est issu d'un processus électoral. Elle a été donc choisie par une partie du peuple tunisien. Il y aura de nouvelles élections. Donc, allant en Tunisie, je discuterai avec tous, les laïcs et les non-laïcs. Il ne m'appartient pas de dire qui je préfère, même si chacun sait les relations anciennes que j'avais avec un certain nombre de personnalités. J'ai aussi de très bons rapports avec le président Marzouki. Mais autant je peux, au nom de la France, soutenir un processus, même souhaiter qu'il puisse réussir de la manière la plus éclatante, autant je n'interfère pas dans la vie politique tunisienne. Alors Tunisie, Libye, Égypte, Syrie sont l'illustration de la percée des islamistes. Est-ce que notre diplomatie doit faire le tri entre les bons et les mauvais islamistes? Notre diplomatie doit insister sur la démocratie,
et les transitions qui permettent d'y parvenir. En Libye, je l'ai dit, nous devons conforter les autorités qui sont également issues des élections. Et il y a des risques sérieux de déstabilisation, nous les connaissons. En Tunisie, le processus est engagé, il doit être maintenant accompli. En Algérie, vous avez évoqué le fait que ce n'avait pas été un pays concerné par le printemps arabe, mais qui avait fait plutôt encore sa mutation dans des conditions, nous le savons, tragiques, après une véritable guerre qui a été menée contre le terrorisme. Et au Maroc, où je suis allé aussi, il y a un processus démocratique qui est engagé. Voilà, nous, notre diplomatie, elle est d'avoir des relations avec des pays qui nous sont proches, avec lesquels nous avons, par notre histoire, par la géographie, mais aussi par nos intérêts communs, des relations à engager, et d'avoir la démocratie toujours comme condition et comme objectif. Alors la Syrie, Bachar el-Assad a déclaré hier à la télévision qu'il serait sans doute candidat à l'élection présidentielle en 2014. Est-ce que vous dites toujours que Bachar el-Assad doit partir ? 100 000 morts en Syrie depuis 2 ans. Un régime, Bachar el-Assad, qui en est le principal responsable, qui écrase une partie de sa population, qui utilise les armes qui lui sont fournies parfois de l'extérieur, ou qui utilise des groupes armés qui viennent également de l'extérieur. Des armes chimiques. Et avec l'interrogation d'une possible utilisation d'armes chimiques. Et vous pensez que face à cette situation, la France devrait fermer les yeux. Elle ne les a jamais fermés. Et elle mobilise autant qu'il est possible la communauté internationale pour trouver une solution politique. C'est la perspective de Genève. Genève, si cette conférence doit avoir lieu, je souhaite qu'elle ait lieu, ça doit être pour avoir une transition sans Bachar el-Assad. Parce que sinon, comment l'opposition pourrait-elle accepter un tel processus ? Donc, préalable de cette conférence, Bachar el-Assad doit partir. Et je l'ai dit depuis longtemps. Et si cette conférence doit se tenir, c'est pour préparer l'après Bachar el-Assad, pas les élections présidentielles où Bachar el-Assad annonce déjà qu'il est candidat. Enfin, cette ligne rouge, Monsieur le Président, dont a parlé Barack Obama, elle semble quand même assez élastique, puisqu'il a de plus en plus de preuves. Vous parlez des armes chimiques ? Oui, les armes chimiques. Alors, sur les armes chimiques... Parce que c'est quand même la question cruciale aussi, cette ligne rouge, elle n'en finit pas de s'étirer. C'est une des questions qui peut justifier un moment une intervention. Et vous ferez quoi ? Oui. Donc, toutes les preuves doivent être apportées. Et j'ai demandé au nom de la France qu'il puisse y avoir un contrôle qui soit fait sur l'utilisation de ces armes chimiques. Jusqu'à présent, ce contrôle n'a rien donné. Pour l'instant, les autorités du régime s'y refusent. Il y a les armes chimiques et puis il y a les missiles sol-air que les Russes sont en train de livrer aux Syriens. Est-ce qu'avec cette arrivée de nouvelles armes, est-ce que toute intervention occidentale n'est pas rendue impossible ? On ne peut pas accepter qu'au moment où il y a la conférence de Genève avec l'idée qu'une solution politique pourrait être trouvée, que des armes, dans le même temps, soient livrées par la Russie au régime de Bachar el-Assad. Et qu'il ne puisse pas y avoir non plus d'armes qui soient livrées à l'opposition. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis plusieurs mois, avec d'ailleurs les Britanniques et David Cameron ? J'ai fait en sorte que l'Europe puisse lever à certaines conditions et partiellement l'embargo sur les armes destinées à l'opposition. Quelles sont les conditions ? C'est que ces armes, on a l'expérience de la Libye, ne soient pas données et apportées à des groupes qui pourraient demain se retourner contre nous ou contre l'équilibre de la région. Première condition. Deuxième condition, que l'opposition soit unie, cohérente et capable justement de donner ces garanties. Et la troisième condition, c'est que ces armes puissent, si elles doivent être livrées, l'être parce qu'il n'y aurait pas eu de solution politique. Donc, la démarche de la France, c'est on va tout faire pour que Genève puisse réussir. Avec les Iraniens ? Alors après, il y a la question que certains rapportent pour compliquer les choses, d'avoir la présence... Certains, c'est Moscou. Oui, c'est toujours ceux qui ne veulent pas, pour l'instant, trouver une solution. Mais on leur dit, mais faites en sorte que cette solution soit politique si vous ne voulez pas qu'elle soit militaire. Donc, faisons en sorte que Genève puisse se tenir,
ne compliquons pas la liste des participants à Genève, faisons la pression maximale, y compris sur le plan militaire, et c'est la raison de la levée possible de l'embargo, pour dire, puisque les Russes fournissent des armes, nous pouvons envisager cette hypothèse, nous ne la souhaitons pas. Et donc, faisons tout pour que la solution politique prévale. Il y aura une initiative forte de la France à Genève? Mais cette initiative, elle a déjà été prise, et nous sommes depuis longtemps en avant-garde. Est-ce que vous préparez à une intervention militaire sur le terrain? Nous pensons qu'aujourd'hui, la solution doit être politique. Mais pour faire prévaloir la politique, il ne faut jamais écarter l'hypothèse de la pression militaire, en l'occurrence de la levée de l'embargo. Le Hezbollah libanais reconnaît qu'il combat aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous ne craignez pas une aggravation de la tension chiite-sunnite? Mais bien sûr qu'il y a une menace très sérieuse. D'abord, de morts encore plus nombreuses en Syrie, 100 000 déjà, d'un écrasement militaire de l'opposition, compte tenu des livraisons d'armes de la Russie à la Syrie et de la présence du Hezbollah. Et si nous sommes dans cette situation, il y aura forcément des conséquences au Liban, en Turquie, en Jordanie. En Israël. Pourquoi? Et avec Israël qui ne laissera pas faire. Et avec la question maintenant du Golan qui se repose. On pense que c'est la Syrie? Non, c'est toute la région qui est concernée. Alors, pourquoi je veux que la conférence de Genève puisse réussir. Qu'il est urgent d'attendre, dans le fond, Monsieur le Président? Non, là, maintenant, nous sommes à quelques semaines de cette conférence. Et après, si cette conférence n'aboutissait pas, ou si elle ne pouvait pas se tenir, il y aurait sûrement des initiatives à prendre. J'en ai évoqué une avec la levée de l'embargo aux conditions que j'ai précisées. Mais vous savez, là-dessus, la France était chaque fois la première. Moi, dès que j'ai été élu président de la République, la question s'est de nouveau posée. Qu'est-ce que nous pouvions faire? Nous avons été les premiers à faire l'aide humanitaire. Nous avons été les premiers à reconnaître l'opposition comme la seule représentante légitime du peuple syrien. Nous avons été les premiers, avec les Britanniques, à évoquer la levée de l'embargo. Nous avons été les premiers à dénoncer la possible utilisation des armes chimiques et dire que ça pouvait être une ligne rouge. Pourtant, on a l'impression que ça va être un bras de fer entre Washington et Moscou. Mais c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir ce dialogue, puisqu'on sait bien qu'une partie de la solution est à Moscou. Donc c'est bien que les États-Unis s'y investissent dans cette relation. Mais la France, elle fera son devoir et elle la fera en sachant que c'est d'abord par la solution politique que nous trouverons l'issue à ce drame, parce que c'en est un, et que nous voyons bien que c'est toute la sécurité de la région qui est en cause. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté cet entretien pour France 24, RFI et TV5 Monde. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci.